Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Marion et ma mission est de vous guider au mieux en vous donnant des conseils sur mes expériences, mon savoir et de vous proposer des solutions sur une thématique de développement personnel ou de voyage afin d'évoluer en tant que personne et dans votre vie. Une semaine sur deux, le mardi à 18h, je vous propose un nouvel épisode sur mes phases d'introspection, de ma perception du monde et de ce qui peut vous inspirer dans le but d'éveiller les consciences. Aujourd'hui, je n'avais pas du tout prévu d'enregistrer, mais comme je me suis pris une journée de pause au Népal avant de repartir, parce que j'ai mon avion le vendredi 13, dans 2 jours, ça fait du bien, je vous avoue, de rentrer parce que j'adore le Népal, j'adore les gens, j'adore faire des rencontres, j'adore le voyage seul, c'est quelque chose que j'aimerais refaire dans ma vie, mais c'est vrai que ça demande énormément d'énergie, énormément d'organisation parce que mine de rien, moi maintenant je fais tout au jour le jour, mais c'est vrai que ça demande quand même un minimum d'organisation quand vous voulez bouger, faire des randos, faire des treks. Enfin, pour le coup, j'en ai pas fait des treks. J'aimerais me garder ça. La prochaine fois que j'irai, je devrais aussi acheter des bols Sound Healing, des bols tibétains. Donc voilà, ça demande quand même un minimum d'organisation. Donc là, je suis perchée à ma terrasse devant les montagnes incroyables. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises parce que le nom des montagnes ici, comme je ne les ai pas faites, je ne sais pas trop où je suis. Mais en gros, je suis au-dessus de Nagarkot. Je suis en train de monter mon film du Népal à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes pour partir au Népal, les endroits que je recommande, les petits conseils, tips pour ne pas vous faire avoir parce que ici, comme c'est un pays pauvre, on vous voit quand même comme un porte-monnaie ambulant. Et ça, c'est vrai que j'ai vite déchanté, moi, en tant que petite fille, toute gentille, toute calme, bisounours, qui adore les gens et qui sourit à tout le monde. Les conditions de vie, leur climat, la population. J'ai eu la chance de discuter avec énormément de backpackers, énormément de Népalais en anglais, parce que maintenant, oui, je pratique l'anglais. Donc j'ai pu parler avec un petit peu tout le monde. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans la vidéo. Avant toute chose, je vous conseille de faire la demande de visa. Attention, je me suis fait avoir. Première arnaque. La demande de visa se fait sur Internet, mais elle se fait sur le site du gouvernement en népalais. Elle ne se fait pas sur... alors moi, je l'avais pris sur nepal.org ou un truc comme ça, ou visanepal.org. Je me suis fait avoir 40 €, évidemment non remboursé. J'ai essayé de porter plainte, ça n'a pas marché. J'ai contacté ma banque, ça n'a pas marché. Donc, première chose, faites très attention où est-ce que vous demandez le visa. Si vous voulez l'adresse du site internet exact, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram, c'est Marion Mindfulness. Si vous avez des questions sur l'Australie, le Népal, le voyage solo ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds gratuitement par message, ça me fait plaisir d'aider. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, première chose, pour moi, prendre le visa en avance, très important. Ensuite, vous pouvez prendre le billet d'avion. Alors, moi vu que je viens d'Australie, ça coûte plus cher que France-Népal. J'ai fait Australie-Bangkok avec Thai Airways, Bangkok-Népal, toujours avec Thai Airways. Il faut savoir que Thai Airways, en général, a moins de problèmes et est plus organisé que Air India. Et puis, honnêtement, pour mon premier voyage solo, je ne voulais pas passer par l'Inde. Je voulais pas me faire embêter et tout. Donc, même si c'est beaucoup plus cher, des fois même le double du prix via Thai Airways, j'ai préféré partir avec cette compagnie-là. Faites attention aussi à la compagnie avec laquelle vous partez, parce que moi j'ai fait appel à GoToGate, mais GoToGate est juste relié à Thai Airways, mais ce n'est pas la compagnie principale. Ce qui fait que si jamais votre avion est annulé au dernier moment, vous ne pouvez pas avoir un remboursement, vu que vous n'avez pas payé directement via la compagnie, mais via un lien de la compagnie. Donc ça, il faut faire très attention à ça, il faut vraiment prendre en compte dans tous les pays dans lesquels vous partez. Ensuite, en termes de prix, j'ai payé 1 000 € parce que je voulais des sièges côté hublot, parce que voilà, j'ai préféré regarder la vue. Ça dépend vraiment des personnes. J'ai payé 40 € de plus par siège, ce qui fait à peu près 200 € je crois au total.
En termes d'escale, je n'ai eu qu'une seule escale à Bangkok. L'aller, 3h30 et le retour, je crois que j'ai 4 heures ou 4h30, un truc comme ça. Par contre, faites attention aussi au décalage horaire parce que, oui, effectivement, dans l'avion, on n'est pas sûr à 100% d'avoir un décalage horaire ou pas et en fait, il est mentionné plus ou moins. C'est-à-dire que moi, j'avais calculé le nombre d'heures d'avion et je me suis dit, oh mais ça va, je pensais que j'avais au moins 17 heures d'avion, donc tranquille, Australie-Népal. Parce qu'en fait, il vous note les heures à laquelle vous arrivez et à laquelle vous partez, et inversement, et non pas les décalages horaires pris en compte. Du coup, dans l'avion, à l'aller, toutes les heures dans l'avion, je voyais 14 heures. 14 heures, 14 heures, 14 heures, 14 heures, 14 heures. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, il est quelle heure en fait? Ce qui fait qu'en fait, quand je suis arrivée à 20h40 à Katmandou au Népal, j'ai capté en fait que j'avais fait une nuit blanche, que j'avais fait plus de 24 heures éveillée. Voilà. Bon, je me suis mise à l'intérieur de ma chambre d'hôtel parce qu'on entendait trop le chien dehors. On va parler maintenant des affaires du sac. Très important, chose très importante, puisqu'il faut que votre sac soit le plus léger possible, sachant que vous allez ramener des souvenirs, que vous allez vous le trimballer partout, dans les chambres d'hôtel, en rando. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer une Française qui a pu garder mon sac et qui a pu me prêter un petit sac pendant mon road trip. Donc, chose très importante à prendre en compte. Alors, malheureusement aussi, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les machines à laver, puisqu'il n'y en a pas au Népal. Par contre, vous pouvez trouver des petites laundries. Je ne sais pas du tout si ils ont des sèche-linges. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, ce que je faisais, c'est que quand je prenais 2 nuits d'hôtel d'affilée, je lavais mon linge à la main au lavabo avec un savon de Marseille, enfin un savon neutre, et je le faisais sécher dehors au soleil, ce qui marche très bien. Et des fois, en une journée, s'il y a du soleil, vous pouvez arriver à avoir du linge propre. Donc, c'est assez contrasté, mais je vous conseille quand même de prendre au minimum 10 paires de culottes et de chaussettes. Mais ça, vous pouvez les caler dans un coin de sac. Enfin, caleçons ou culottes, enfin, on s'en fiche. Au moins 5 t-shirts et 5 pantalons que vous pouvez mettre en longueur dans votre sac. Ça, en général, c'est pas très lourd si vous prenez pas de jeans avec des ceintures, quoi. Juste des leggings, des joggings, des trucs vraiment amples. Voilà, faut être vraiment à l'aise au Népal. Moi, au début, j'osais même pas mettre de leggings. Et maintenant, je m'en fiche. Si on voit mes formes, je m'en fiche parce que tant que vous sortez pas en mini-jupe la nuit, ça va, quoi. Il vous arrivera rien, les Népalais sont cool. C'est pas du tout comme en Inde, de ce que j'ai pu entendre. Donc, voilà, vraiment chill. Prenez le minimum d'affaires de toilette. Petit savon, petit brosse à dents avec dentifrice. Honnêtement, j'ai pris ma serviette de bain, mais je crois que je l'ai jamais utilisée. Parce que soit j'étais dans des Airbnb, soit j'étais dans des hôtels, soit j'étais chez les gens. Et on me prêtait toujours des serviettes. Bon, il faut savoir que j'ai pris mon sac à dos d'Australie de 55 litres plus 10. Ce qui est quand même assez lourd et énorme, assez conséquent. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais fermer mon sac avec tous les souvenirs que j'ai achetés. Le poids de mon sac, je crois qu'il doit faire plus de 15 kilos. Vous prenez un petit sachet plastique pour vos affaires sales. Alors perso, j'ai pris un petit carnet avec des crayons, des stylos que je n'ai pas du tout utilisé en un mois parce que vous bougez tout le temps et tout. Je pensais écrire plein de choses, mais en fait, ce que je prenais comme notes, je les écrivais sur mon téléphone. Donc à la limite, faites ça. Et j'ai pris aussi mon livre, par contre, qui lui m'a été énormément utile parce que je le lisais pratiquement tous les jours, parce qu'après Vipassana, j'en ai eu marre d'être sur mon téléphone. Donc voilà, je sortais mon livre et je lisais, ou alors au resto, ou alors dans des collines, ou à l'hôtel, ou voilà. Quand je faisais pas des exercices de méditation ou de yoga ou peu importe, je lisais mon livre. Donc très important, je pense, prendre un petit livre de poche que vous glissez dans votre sacoche. Très importante. Avec tous vos papiers, l'argent, tout le temps avec vous. Visa ou passeport ou carte nationale ou peu importe. Et quand vous dites je sais pas, ne le prenez pas. Après, en termes de sweat et de veste, j'ai quand même pris un pull cachemire, une veste polaire et ma doudoune. Choses qui m'ont été énormément utiles parce que quand vous changez de ville au Népal, ça passe vraiment du tout au tout. Moi, je suis partie en novembre. C'est quand même le début de l'hiver. Tout doucement, ça arrive. Là, en montagne,
Hier soir, je me pelais, mais pelais comme jamais. Il faisait 3 degrés, alors qu'à Katmandou, le soir, il peut faire 15. Alors, dès que vous arrivez à l'aéroport à Katmandou, vous pouvez faire votre transfert de monnaie. Ils vous prennent une petite commission, normalement 700 roupies népalaises. Il faut savoir que 1000 roupies népalaises, ça fait 7 euros. Donc à peu près 12 dollars australiens, si vous voulez convertir en australien. Ensuite, prenez-vous peut-être une application pour convertir, parce que c'est vrai que quand on vous demande les prix, à chaque fois on vous dit « Oui, mais c'est pas cher, vas-y, c'est pas cher ». Pour eux, 12 euros, c'est énorme. Vraiment, faites attention à ça, mais on va en reparler après. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous montrez votre petit mail ou votre petit papier de pré-demande de visa et ça se fait vraiment en 2 secondes. Ils vous demandent de payer l'équivalent, je crois, de 39-40 euros donc en roupies népalaises. Faites attention à ce que vous donnez aussi parce qu'au début, moi, j'étais un peu perdue. Les billets sont nouveaux, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont que des billets. À ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Mais normalement, vu que c'est l'aéroport, ils sont vraiment stricts à ce niveau-là. Vous pouvez prendre la carte SIM. Moi, je me suis fait avoir aussi. J'ai pris une carte SIM pour 28 jours à 7 euros, alors qu'il y a des cartes SIM en illimité à 7 euros pour le même prix. Donc, faites attention aussi à ça parce que j'ai dû recharger ma carte, là, 4 jours restants, quoi. Ensuite, vous pouvez prendre un taxi, donc pour votre Airbnb ou votre hôtel ou peu importe. Dans le centre-ville de Katmandou, si vous n'avez rien du tout comme logement, je vous conseille d'aller dans le centre-ville de Katmandou directement. Vous trouverez tout. Il faut savoir que les hôtels varient entre 1000 roupies jusqu'à, vous pouvez trouver du 2000, 3000, 4000, voilà. Le taxi varie aussi, ça dépend où vous êtes, ça dépend dans quelle ville vous êtes, ça dépend d'où vous prenez le taxi, pour où, etc. Je vous conseille directement de prendre l'application Taxi InDrive, c'est l'équivalent du Uber en France. Notez-vous tout, comme ça au moins vous avez tous les petits tips et petits conseils. InDrive vous permet de voir les prix justes. Alors, ils prennent une petite commission. Quand vous voyez un taxi non InDrive, non conventionné par InDrive, vous leur montrez le tarif InDrive et vous baissez un peu. Si par exemple c'est 600, vous proposez 500 ou 550. Et puis, ils vont vous dire « Ah ben non, un taxi c'est 1000 roupies. Non. C'est juste de l'arnaque. » Il faut absolument payer tous les souvenirs à la fin. Pour 2 raisons. Pourquoi ? Déjà, de 1, la place dans votre sac. Et de 2, parce que vous allez finir par connaître les vrais prix népalais. C'est l'erreur que j'ai fait et comme beaucoup de gens font. Ils payent très cher les souvenirs au Népal, comme un peu dans tous les pays. Je dis ça pour le Népal, mais c'est partout pareil. J'ai payé un petit bol tibétain, que c'était pas fait main, que c'était un fait d'usine, que c'était un petit truc fake, bref. Je l'ai payé, écoutez bien, l'équivalent de 80 euros. Normalement, un truc comme ça, on le paye 20 euros. Comme les petites peintures, les peintures là-bas sont toutes faites main. Donc c'est un peu plus cher. Mais j'en ai acheté 2 à 120 dollars australiens, ce qui fait à peu près 70 euros. C'est énorme. Le prix et les restos. Alors, on peut trouver différents restaurants. Quand j'ai rencontré la fille de l'agence, d'ailleurs, si vous voulez une bonne agence, moi, elle m'a fait vraiment des prix pas chers. Et j'ai pu faire safari un jour à l'ashram. Et en fait, elle bosse avec le patron de l'agence, Happy Travel Népal. Bon, il y en a plusieurs, mais voilà, si vous voulez son contact aussi au cas où, je vous le donnerai en privé. Je l'ai rencontré, alors j'ai jamais eu autant de synchronicité qu'au Népal. C'était impressionnant. On s'est tous recroisés, j'ai recroisé des gens de la Vipassana alors que j'avais fait 1h30 de route pour rentrer. Enfin, j'ai rencontré des gens avec qui j'étais à l'ashram. On s'est tous retrouvés dans le même bar au même moment. Et j'ai rencontré la fille de l'agence à cette soirée-là avec le manager. Non mais trop drôle. Cette fille-là a un copain népalais et son copain népalais m'a fait découvrir le vrai Tamel avec les vraies statues et Patan aussi. Avec les vraies statues, les vrais temples, les coins un petit peu cachés, dont les vrais restos, les petits restos où vous voyez les femmes, les vieilles dames cuisiner devant vous. Et ça, c'est vraiment pas cher. On lui a acheté de la bouffe pour 50 roupies, c'est rien du tout. Non, même pas, c'est des quelques centimes. Si vous voulez un resto plutôt de très bonne qualité, ils vont vous demander entre 1000 et 1500 roupies. Leur SMIC moyen par mois, c'est 150 euros. Donc, quand vous prenez quelque chose, 1000 roupies,
sur 20 000 qu'ils gagnent par mois, c'est énorme pour eux. Énorme. Donc en fait, il faut toujours se mettre à leur place. En fait, c'est la même chose partout. C'est que comme en France, on a le salaire moyen, on a un SMIC, et c'est ce que eux ne comprennent pas, c'est que nous aussi on est en galère d'argent, parce qu'on doit payer le loyer, on paye les courses, on paye l'essence, on paye la voiture. Eux, c'est la même chose, mais avec leur salaire moyen. Donc en fait, quand vous êtes népalais, vous êtes dans un pays pauvre, mais en fait, vu que tout est peu cher, vous arrivez à vivre. Et c'est ce que ma pote m'a expliqué, parce qu'elle vit avec son copain au Népal depuis 1 an et demi. En fait, tout est une question de balance, c'est la même chose partout. Donc eux, ils vont vous arnaquer parce que vous êtes des petits Français riches, alors que pas du tout. Faites attention à votre argent. Il faut absolument tout négocier. Je me disais non, mais j'ai trop peur de pas assez mettre pour l'économie népalaise. En 2 semaines, parce que bon, ma Vipassana était gratuite de 10 jours, j'ai mis 1 000 euros. J'ai mis carrément le PIB du Népal, quoi. Et pour revenir à la bouffe, est ouverte H24 toute la journée jusqu'à 21h. Donc voilà, si vous pouvez arriver à n'importe quelle heure de la journée, vous aurez de la bouffe. J'ai d'innombrables anecdotes d'arnaques que j'ai pu avoir au Népal en 1 mois. Je pense que rien que les arnaques font partie d'un tiers des 1 000 euros. Les taxis font partie de ces grosses arnaques où si tu demandes pas le prix avant, tu te fais avoir. 800 roupies pour 1 minute. 800 roupies, c'est l'équivalent d'1h30 de trajet à Katmandou. Et j'étais à Pokhara à ce moment-là. Alors non, pas du tout. Et en fait, j'étais en retard à mon rendez-vous. C'est 200 ou 300 quoi, pour 1 minute de trajet. C'était en montée. Il me dit, ah non mais tu comprends, la montée, ça fait du mal à la voiture, ça demande beaucoup d'essence. J'étais tellement en retard à mon rendez-vous que je lui ai dit oui pour 500. Parce que moi, le mec, je lui ai dit, non mais en fait, c'est une arnaque. Vous êtes en train de me faire payer pour 1 heure de trajet. Et le mec, il rigolait. Et des fois, même in-drive, il y a des mecs qui vous demandent plus cher. Mais non, le prix, il est affiché, c'est le prix, point. Il ne va rien vous arriver si vous dites non, si vous négociez. Moi, maintenant, je fais ça toute seule, je suis une fille. Et il y a 1 mois de ça, c'était impensable que je fasse ce genre de choses. Préférez les bus, par exemple. Les bus, c'est 3 fois moins cher que les taxis. Alors, évidemment, si vous faites de l'interville, par exemple, de Tamel à Patan dans Katmandou, bien sûr qu'il vous fait un taxi ou alors vous marchez. Si c'est Pokhara, Katmandou, Bhaktapur, Nagarkot, préférez les bus à 100%. Je vous conseille vraiment pas d'avoir le mal des transports, vous pourrez pas découvrir toutes les villes. Hein. Trajet typique Katmandou-Pokhara, c'est à peu près entre 6h à 10h de trajet. Mais quand je vous dis il secoue, j'arrivais même pas à taper un message avec mon téléphone et mon cul sautait du siège. Faut savoir aussi que l'entrée des villes touristiques sont payantes. Donc, dans tous les gros quartiers, par exemple, c'est entre 800 et 2000 roupies. Typiquement, ma petite anecdote, à Bhaktapur, j'avais un hôtel dans Bhaktapur, mais je comptais pas visiter le Durbar Square. Le Durbar Square, c'est l'endroit où il y a tous les temples. Je me suis dit, bon ben vas-y, j'ai plus du tout de budget, il faut que je fasse attention, donc je vais essayer de passer dans les petites rues pour éviter de payer. Le mec, il arrive le matin, il me dit, il faut payer 1800 roupies. J'ai dit non, moi je vais juste à mon hôtel et je bouge pas de l'hôtel jusqu'à demain. Donc, et il me dit non, votre hôtel il fait partie de la zone du Durbar Square donc il faut payer. Et j'ai dit bah tant pis, je vais prendre un autre hôtel. J'ai essayé de trouver un autre hôtel, je n'ai pas trouvé d'autre hôtel. Donc j'ai pris un hôtel dans le Durbar Square, enfin la rue parallèle, j'ai trouvé une petite ruelle pour y aller sans payer. J'ai vu des vieux Français, des personnes âgées se faire avoir 1/2 heure de trajet pour 20 euros. C'est presque la moitié de leur SMIC pour un trajet. Ah, faut pas abuser quand même. Je paye mon petit hôtel, et là je décide d'aller faire un tour. Je fais un tour par derrière, je regarde et tout, et hop, je tombe sur le Durbar Square. Je dis, ben ça alors, j'ai réussi à rentrer sans payer, c'est trop bizarre. Faut savoir aussi que les Durbar Square sont gratuits à partir de 18h le soir. Mais comme il était 14h, je me sentais pas d'attendre autant de temps toute seule. Donc, je regarde sur Maps, et Maps me fait passer par la rue principale. Et je me fais la réflexion, je vais tomber sur le mec, il va vouloir me faire payer juste pour rentrer à mon hôtel. Je vois le mec, et en fait ça s'est passé en 1 demi-seconde. Il tourne la tête, il me voit, moi je vais à mon hôtel, et là il me fait « Madame, il me court derrière le mec, il court derrière moi pour me rattraper. Il dit « Il faut payer les 1800 roupies pour rentrer à l'hôtel ». Et je dis, ben non, je suis désolée, je vais juste rentrer à mon hôtel et tout, je peux pas payer, j'ai vraiment un budget, je lui montre mon porte-monnaie et tout. Et le mec me dit, ah non, il n'y a pas le choix, venez avec moi. Presque le mec me prend par le bras pour que j'aille avec lui pour payer. J'étais devant la porte de l'hôtel. Après 5 bonnes minutes de négociation, il me fait quand même payer.
J'arrive au guichet, je l'ai quand même fait le Dubar Square en soi, donc c'est normal que je paye. Mais franchement, ça va, il aurait pu être sympa. Le mec, il m'a couru après, quoi. Vraiment, comme s'il était à un touriste près. Il me dit, bon ben voilà, alors vous êtes quoi? Vous êtes française, machin? Et oui, je suis française. Ah mais c'est trop cool, alors regardez. Il me tend le flyer de Bactapour pour que je visite Bactapour. Je lui dis non mais attendez. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que j'ai payé juste pour pouvoir rentrer à mon hôtel. Et là, ils étaient morts de rire. Et il faut savoir aussi que beaucoup de Népalais se foutent de vous, dans votre dos, et parlent de vous en népalais, parce qu'ils savent très bien que vous comprenez pas. Pas tous, hein, attention, parce que je suis tombée sur des Népalais, mais des amours. Il y a des cons partout, hein, dans tout le monde. Des gens qui vous accostent dans la rue, qui disent madame, 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 mais non, je les regarde même plus. Je fais semblant d'être au téléphone. Des gens qui vous courent après, qui vous prend votre téléphone pour vous dire oh regardez, moi je peux vous emmener ici, machin. 10 heures de bus, vous en avez marre, vous voulez juste rentrer dans un hôtel. L'hôtel que vous avez payé, vous descendez du bus. Il y a 1 milliard de personnes de Népalais qui viennent vous voir et qui vous disent taxi, vous voulez un taxi, vous voulez un taxi, et machin, et machin. Moi, je leur ai dit au bout d'un moment, lâchez-moi en fait. Je veux juste être tranquille. Je préfère marcher. J'ai déjà mon hôtel, donc voilà. En plus, si vous êtes une fille seule, blonde en plus, alors là, c'est ah oui, vous êtes mariée, vous avez un copain, parce que eux, le mariage, c'est vraiment dans leur culture. Ils vous suivent et ils vous parlent. Et des fois, faites attention aussi à aller aux guides qui vont vous suivre, qui vont vous présenter un petit peu les temples et à la fin qui vont vous demander de l'argent. Je vous ai fait votre guide, donc ça sera 2000 roupies. Je me suis fait avoir aussi avec les guides. Il y en a un que j'ai payé 2000. Après le lendemain, je change de ville. Je tombe sur un autre guide, mais je ne savais pas que c'était un guide. Et c'était ma première crémation. Et il me dit, regardez la crémation, là vous avez les différents machins. Bon, j'ai compris qu'il allait me faire payer. Je me suis dit, vas-y, au pire, c'est pas grave, je lui donne 2000 comme à l'autre la veille. Il m'a demandé 8000 roupies. J'étais mort de rire, je lui ai dit, ah non, 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 mais moi, jamais de la vie, je payerai 6, 7 ou 8000. Hein. Moi, c'est 2000 maximum. Et il me dit, ah non, mais en fait, là, vous êtes sur une place emblématique, c'est super connu au Népal, nanana. C'est votre première crémation, vous pouvez me donner un petit tips. Ah non, mais regardez, vous avez un ATM juste là. J'ai dit, non, mais en fait, vous comprenez pas. J'ai 4000 pour manger, dormir et faire mes activités pour la journée. Donc non, en fait, je vous donnerai pas plus que 2000. Bon, ok, ben pas grave. Et il est parti. Et je l'ai vu faire un signe à ses collègues juste avant en mode, t'inquiète pas, je l'ai dans la poche. Ah non, non, mais non. Il faut savoir qu'avec ce guide-là, 5 minutes avant, j'ai payé une photo avec des sadhus. En fait, les sadhus, ce sont les personnes les plus sages et les plus éveillées du Népal. C'est ceux que vous voyez avec les grandes barbes blanches. Ben, méfiez-vous aussi. Parce que moi, je pensais que ces gens étaient très sages et très... voilà, bon, ils vivent sur donation. Donc, je peux comprendre. À la fin de la photo, je ne savais pas que c'était payant. Le guide me dit, il faut leur donner un tips. Donc, bon, je leur tends 50. Ils me disent, ah ben non, c'est minimum 1000. Et donc, je lui donne 1000. Et il y a l'autre sadhu qui me dit, mais ouais, mais moi aussi il me faut 1000, parce que tu lui donnes 1000 à lui, mais il me faut 1000 moi aussi. Et les sadhus, ils me disent, ah mais non, mais il faut donner encore 1000 à moi et 1000 à lui. J'ai dit, non, non, mais c'est bon là, hein, c'est bon. Et je suis partie. Donc voilà, ça fait partie des choses que je ne tolère plus du tout et qui m'ont bousillé mon énergie et certains jours au Népal, vraiment. Il y a des moments où je me levais la boule au ventre parce que j'avais peur justement de me faire avoir. Alors, en parlant des hôtels, parce que là j'ai un petit peu dévié, vous avez des différences au niveau de la qualité-prix. Il faut savoir que normalement, comme je vous ai dit, un hôtel, c'est entre 1000 et 4000, enfin bref. Et les Airbnb aussi, vous pouvez trouver de très très bons Airbnb à 6 ou 7 euros la nuit. Et des fois, même je vous conseille de prendre Airbnb, à part si vous avez beaucoup d'argent liquide népalais à dépenser. Faites attention aussi, un petit truc aussi, à ne pas payer avec la carte. Parce que très souvent, ils vont vous dire, payez en euros, payez en machin, vous payez une commission. Alors, il faut faire attention aussi à votre carte. Si elle est internationale ou pas, il faut quand même se renseigner auprès de votre banque. Alors, dans un hôtel basique, je vais prendre exemple sur ce que je prends d'habitude, ce que je paye d'habitude parce que mon budget est quand même assez restreint. Honnêtement, si vous enlevez les activités et les souvenirs et les escroqueries, je pense que pour un mois au Népal, vous payez 400 euros à peu près par personne. L'hôtel, les taxis et la bouffe. Juste le minimum. Pour un hôtel classique à 6 euros, alors ça dépend du matelas. Des fois, il y a des matelas super durs. On ne trouve pas souvent de matelas mous. Et moi, quand je tombais sur des matelas mous, oh là là, mais j'étais tellement heureuse. Faut savoir aussi qu'ils se chauffent qu'avec des panneaux solaires.
Préférez la douche le matin, vous aurez forcément de l'eau chaude, enfin, je pense 80% sûr de l'eau chaude. Une seule fois, j'en ai eu le soir, typiquement hier soir quand je suis rentrée, c'était le seul soir. J'en avais le plus besoin en plus parce qu'à la montagne il fait tellement froid. Je pensais ne pas avoir d'eau chaude et j'en ai eu. Il n'y a pas souvent d'eau chaude, il n'y a pas souvent de pommeau de douche. Moi ça m'arrive, en fait je fais tout le temps ça. Je me mets par terre, par contre ils ont tout le temps des claquettes, ça c'est trop bien, comme en Australie. Moi je me douche accroupie ou assise par terre et en fait vous avez un robinet. Ensuite très souvent, on va dire 90% du temps, les hôtels font à manger. Regardez bien les avis sur Google Maps, à chaque fois moi je fais ça, que ce soit pour les hôtels, les restos ou quoi que ce soit, regardez les avis. Après bon, vous faites votre propre avis, mais ça peut peut-être vous influencer. Moi, je prends toujours le moins cher. Les hôtels les moins chers au Népal, ce sont les Holiday Inn, I2N. Et ils sont de plutôt bonne qualité. Alors, j'en ai trouvé un à 1600, mais c'était pitoyable. Sachez qu'il vous faut minimum, tout compris dans le prix, papier toilette, bouteille d'eau, serviette de bain, les clés de la porte, parce que souvent ils ne vous donnent pas de clés. La Wi-Fi, parce que des fois la Wi-Fi ne marche pas. N'hésitez pas à aller leur voir pour leur dire que la Wi-Fi ne marche pas. Et une couette aussi, n'hésitez pas à leur demander un plaid ou quoi que ce soit, parce que dans l'hôtel où j'étais, là à 1006, j'avais pas de papier toilette, la Wi-Fi ne marchait pas, j'avais pas de couette, le robinet ne marchait pas et j'avais pas d'eau. Vraiment, c'était n'importe quoi cet hôtel. Et le mec, quand je lui ai dit ça, il m'a ri au nez. Donc je leur ai mis un 0 sur leur avis de Google Maps. Voilà, si ça peut aider certaines personnes. On va un petit peu passer sur la culture, la population, le climat, ce qui est un petit peu plus général et moins dans les expériences, les tips, les arnaques, les sous, les hôtels, etc. Là, on va aller dans le sujet de la culture, des religions, des animaux, des festivals. Je vous conseille de visiter des grosses villes telles que... Je suis arrivée sur Patan à Katmandou, j'ai fait Tamel, j'ai visité tous les temples à pied, j'ai fait énormément de marches. Il faut savoir aussi qu'au Népal, il y a énormément de marches. Si vous n'avez pas une bonne condition physique et que vous n'aimez pas la marche, si vous n'avez pas un gros budget, je vous conseille pas le Népal parce que vraiment je pense que ce pays n'est pas fait pour tout le monde. Il faut oublier le confort. Il faut avoir une bonne condition physique, je pense. Alors l'anglais, bon, c'est pas forcément... Bon, c'est utile, parce que ça peut vous ouvrir énormément de portes, les discussions, etc. Tous les Népalais parlent anglais. Dès leur enfance, vers 4-5 ans, ils se mettent à l'anglais. Et c'est tant mieux pour eux. C'est vrai qu'en France, on a une scolarité au niveau anglais, mais pitoyable par rapport aux autres pays. Ça, je le vois partout, en Australie, partout, je le vois partout. Et il faut mettre le budget, si vous voulez tout le temps voyager en taxi, en bus et tout, même en avion, avec mon gros sac à dos. Bah oui, j'ai eu une merveilleuse idée de vouloir aller à un temple tout en haut d'une montagne avec mon sac à dos de 15 kilos. J'ai marché 8 heures, toutes les marches de monastères, de temples, etc. Il n'avait jamais vu de touristes arriver jusqu'ici. J'ai été accueillie comme jamais. Je suis en train de monter mon petit film, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous aurez toutes les images au fur et à mesure de mon voyage avec ma voix off, les discussions que j'ai eues, etc. Donc ça, ne vous inquiétez pas, vous allez tout avoir. Là, on reste sur des sujets un peu plus vastes. Ensuite, je suis allée au Vipassana Shringa, un petit peu plus dans le nord, à côté des Johor Waterfall. Ensuite, j'ai fait Chitwan avec ma pote que j'ai rencontrée à la Vipassana. J'ai fait Chitwan pendant 3 jours de safari. Ensuite, elle est repartie sur Katmandou. Moi, je suis partie sur Pokhara. Et extraordinaire. C'est une ville, en fait, complètement différente que Katmandou. Tout dépend où vous voulez aller, mais pour le calme et la population un peu plus joyeuse, le décor et tout, je vous conseille Pokhara. Bandipur aussi. Bandipur est très, très beau. Plus petit, Bandipur se fait en un jour. Alors, Pokhara, tout le monde m'a dit que c'était une petite ville, que ça se faisait en un jour, mais franchement, moi je dirais que vous pouvez facilement rester quelques semaines, voire un mois à Pokhara, vraiment. Ensuite de Bandipur, je suis retournée à Katmandou en bus. J'ai revu mes potes, voilà, on a fait des petites soirées, billard, resto, boîte de nuit. Oh là, il y a des boîtes de nuit à Katmandou, à Tamel. Franchement, quand vous êtes au Népal, vous imaginez pas une seule seconde que vous pouvez tomber sur des boîtes de nuit comme ça.
il y a des restos aussi fantasmagoriques. Après ça, Thamel Bhaktapur à pied, une demi-heure avec le petit sac de ma pote. Je suis restée une nuit et j'ai fait Bhaktapur, Nagarkot. Là, je suis actuellement à Nagarkot. Et demain, je rentre sur Patan. Il faudra que je prenne 2 bus. Je n'ai pas fait de trek parce que j'ai pas eu le temps en un mois. La Vipassana m'a quand même pris 10 jours. Si vous voulez des conseils pour les treks ou des contacts, j'en ai. J'ai de très bons contacts. Vous pouvez m'envoyer des messages en privé. Que ce soit des Népalais ou des agences françaises ou juste des Français. Au niveau des cultures et de la religion, il faut savoir que vous avez l'hindouisme et le bouddhisme. Le bouddhisme, pour moi, c'est pas vraiment une religion, c'est plus une philosophie de vie, un mode de vie. Vous pouvez trouver beaucoup de puja cérémonies incroyables. La culture hindouiste est hyper intéressante. Bon, je ne crois pas forcément en Dieu, pas de religion particulière, mais la culture est hyper intéressante. Et je vous conseille aussi de poser un maximum de questions à ce sujet aux Népalais et ils pourront vous apprendre des centaines de choses par rapport à l'histoire de Ganesh, de Shiva, de tous leurs dieux, tourner dans le sens des aiguilles du montre autour des temples, d'abaisser sa tête, dans les maisons parce que les petites portes d'1,30 m sont faites pour que vous puissiez prier en rentrant dans des maisons, enfin bref. Plein de choses aussi, la culture culinaire. Oh là là, au Népal, c'est tellement un délice. Bon, si vous n'aimez pas le spicy, l'épicé comme moi, voilà, des fois c'est un peu compliqué dans les dalbats ou quoi. Mais si vous demandez du non spicy, normalement ils vous faites et là il n'y a pas de souci. Et waouh, ça me change tellement de l'Australie, c'est génial. Il y a des animaux qui sont sacrifiés et d'autres qui sont sacrés. Typiquement, les animaux sacrifiés, alors j'ai assisté à un sacrifice de chèvre, c'était pas très joyeux à voir, je m'y attendais pas du tout, mais bon, voilà, c'est dans leur culture. Je trouve ça cruel par rapport aux animaux de les utiliser pour des rituels, mais bon. C'est dans la culture, hein, le christianisme faisait ça aussi il y a 2000 ans, eux n'ont pas bougé dans le temps et qu'ils ont toujours leurs anciennes cultures. Des fois, il y a des plaques d'égout qui sont bénies, qui sont colorées parce qu'ils ont une forme de fleur ou une forme de truc masculin ou de truc féminin. Voilà. La vache est considérée comme sacrée, donc vous verrez beaucoup de vaches dans les rues. Vous verrez beaucoup d'éléphants dans les rues. Bon, les éléphants, on va pas trop en parler, hein. Les gens qui montent dessus et qui s'amusent à monter dessus pour prendre des photos, bon... Voilà. Les chiens sont sacrés. Vous allez voir la tika, le point rouge qu'ils ont. Vous avez la fête des Lumières qui symbolise un peu leur nouvel an ou leur Noël. Mais apparemment, c'est vraiment à voir. Les buffles sont considérés comme sacrifiés, un petit peu comme le démon. Donc vous pouvez en manger. Porc, vous pouvez le manger. Poulet, vous pouvez le manger. Enfin voilà. Il y a aussi énormément de restaurants végétariens et véganes si vous l'êtes. J'ai pu avoir aussi énormément de débats, que ce soit avec les backpackers dans tout le monde entier, Bangladesh, espagnol, italien, français, anglais, tout, mais tellement intéressant. Des gens qui avaient perdu leurs parents, des gens qui ont fui la guerre, qui ont beaucoup de problèmes au niveau politique, des gens qui ont fui leur culture, ont dû fuir leur famille, qui ont vu leurs gens mourir par rapport au tremblement de terre au Népal, des discussions philosophiques. Je suis tombée sur un gars qui lisait du 17e, 18e siècle, des philosophes, des discussions incroyables qu'on a eues jusqu'à minuit, mais vraiment incroyables. Beaucoup de spirituel. Ah oui, de spiritisme d'ailleurs, il faut que j'en parle là aux managers parce qu'au Népal, ils ont énormément d'histoires en rapport avec le spiritisme et des discussions avec des Népalais que j'ai eues, notamment le copain de ma pote. Ce sont des personnes qui sont très pauvres, mais en fait qui vivent avec le strict minimum. Ils sont heureux de vivre avec le strict minimum. Ça leur fait plaisir en fait, de nous faire plaisir. Quand il n'y a pas d'argent en jeu, quand il n'y a pas de souvenirs, de machin, et que vous tombez sur les bonnes personnes. Vraiment, hier, pas plus tard qu'hier, un mec m'a emmené en moto avec sa copine. On était 3 sur le scoot
à un endroit pour que j'aille voir les cascades parce que Maps s'était trompé. Ils m'ont pas fait payer, ils ont galéré avec moi pour que je trouve le bon endroit, bon emplacement. Franchement, les gens comme ça, mes cœurs sur vous. Les enfants sont vraiment des amours aussi, sont très très naïfs, ils ont un regard naïf, ils sont trop mignons. Ils vont à l'école avec leur tenue. Comme en Australie, ils ont des tenues aussi. La France en est un petit peu en retard sur ce genre de choses. Alors malheureusement, les enfants, c'est soit ils sont très bien éduqués, soit pas du tout. Mais malheureusement, quand ils sont très bien éduqués, les parents sont très stricts avec eux. Il y a beaucoup d'enfants battus aussi au Népal. On peut trouver beaucoup de mariages mixtes, typiquement ma pote avec son copain. J'ai connu aussi une fille sur Instagram qui m'a parlé. Elle était mariée avec un Népalais depuis 15 ans. Maintenant, ils sont en France, enfin, ils sont en Belgique et tout. Et des histoires comme ça incroyables où les familles sont en accord. Bon, en général, c'est soit ça passe, soit ça casse, comme dans toutes les religions. En général, les étrangers, surtout les Français, sont très bien accueillis au Népal. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Il faut savoir aussi que normalement, ça je l'ai appris aussi par ma pote, les Népalais n'ont pas le droit d'habiter avec leurs copains ou leurs copines si leur famille est dans la même ville qu'eux. Ils sont obligés de vivre avec leur famille dans le même appartement ou la même maison tant que les parents ne partent pas ou tant que les Népalais ne sont pas mariés. Et en général, les Népalais présentent leurs copines uniquement s'ils vont se marier avec elles. Voilà, le mariage est vraiment très très culturel et très important pour eux. Alors au niveau de la pollution, malheureusement, il y en a énormément. Et alors, dans les rues, je vous conseille vraiment, surtout à Katmandou, dans les grosses villes, de prendre un masque. Parce que moi, les 2 premiers jours, ça m'a tué la gorge. Et vraiment, j'arrivais des fois difficilement à respirer. Très compliqué, ça fait partie des endroits du monde les plus pollués. L'eau aussi, donc ne prenez pas d'eau du robinet. Utilisez des pilules micro-pures que vous pouvez acheter en pharmacie ou en aéroport ou peu importe. Il y en a au Népal aussi. Ou tout simplement acheter des bouteilles d'eau. J'avais pris des pilules micro-pures, je ne les ai jamais utilisées, pas eu besoin. J'ai toujours eu des bouteilles d'eau, que ce soit dans les hôtels... Airbnb, dans les restos, peu importe. La circulation. Les voitures roulent sur la gauche. Donc c'est l'inverse de la France. C'est comme l'Australie en gros. Donc faites attention aussi avec les motos que vous devez sauter des fois, passer à travers... que vous devez traverser au milieu de voitures, au milieu de motos, ils conduisent n'importe comment, ils n'ont pas de feu rouge, pas de passage piéton, rien du tout. À part dans les grosses villes, il y en a peut-être 2 ou 3 sur la route principale, mais sinon il n'y a rien. Ils s'esquivent comme ils peuvent, surtout à moto. Donc ouais, ça c'est quelque chose à prendre en compte, c'est un peu Koh-Lanta là-bas. Petit conseil aussi, si vous voulez sortir seul le soir, il n'y a pas de souci, vous pouvez, c'est pas un pays dangereux. Par contre, voilà, il faut toujours se méfier. Tant que vous n'êtes pas en mini-jupe, ça va. Le sourire et la politesse, c'est ok, mais il faut pas trop sourire à tout le monde, il faut pas dire bonjour à tout le monde. J'évite d'échanter à ce niveau-là. Parce que les gens, ils vont venir vous voir, ils vont vous parler pendant des heures, ils vont vouloir que vous alliez chez eux, et voilà. Il y en a qui sont bien intentionnés, mais il y en a pas du tout. Au niveau des odeurs, vous allez souvent sentir des odeurs d'encens, des odeurs de feuilles brûlées, des odeurs de barbecue, des odeurs que vous n'avez jamais senties avant, qui sont plutôt bien en vrai. Moi j'ai beaucoup aimé les odeurs au Népal, surtout pendant les cérémonies où vous faites des donations et vous faites des offrandes. Très très intéressant et franchement ça faut le vivre. Après au niveau j'ai marqué centre Vipassana, mais bon il y en a de partout dans le monde, vous pouvez en trouver aussi un petit peu partout au Népal. Je suis tombée sur une à Nagarkot, elle est oh là là, trop belle, vous allez la voir aussi dans mon film. Au niveau des paysages, vous allez tomber sur des paysages mais magnifiques, et malheureusement c'est un peu aléatoire pour les couchers de soleil et pour les levées de soleil parce que très souvent à cause de la pollution et des brouillards, vous ne pouvez pas voir, mais bon, je suis tombée sur un seul coucher de soleil à peu près bien, mais pas grand chose de fou. Au niveau des routes, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles sont absolument démontées, surtout à cause du tremblement de terre en 2014, il y a eu énormément de dégâts. J'ai même pu interviewer quelques personnes, dont une, le copain de ma pote,
que vous allez voir dans le film aussi, qui explique un peu son histoire de tremblement de terre. Très très intéressant. Et c'était marrant parce que dans le bus, moi, je pensais que j'allais avoir le mal au cœur, mais pas du tout en fait. Je crois que vraiment, je commence à me poser la question sur est-ce que j'ai pas été une Népalaise un jour dans ma vie parce que j'ai les mêmes yeux, le même nez, la même forme de visage qu'eux. La culture et la danse, pour moi, ça a été, je sais pas, logique. C'est venu tout seul. Et aussi les routes dans le bus, même si c'était démonté, que je sautais et tout, j'ai pas eu une seule fois mal au cœur. Des fois, je lisais mon livre pendant 1 heure. Alors c'était drôle parce que je sautais et tout avec mon livre, j'étais au téléphone, je dormais, je faisais tout dans le bus. Vraiment, aucun problème. Au niveau des temples, il y a des temples vraiment qui sont à voir. Si vous voulez, je vous ferai une petite liste aussi en message privé si besoin. Là, la vidéo va durer beaucoup trop de temps. Il y a aussi des techniques pour garder le forfait de téléphone. Par exemple, typiquement Maps. Maps marche sans Internet. En fait, juste vous le validez avec Internet et ensuite, aucun problème. Vous pouvez désactiver Internet et ça continue tant que vous avez la localisation. Donc ça, c'est un petit tips. Par exemple, vous avez de la Wi-Fi dans beaucoup d'endroits. Les bars, les restos, les hôtels. Donc, n'hésitez pas à demander aussi la Wi-Fi. Les questions qui me sont venues en tête, ce sont: est-ce que les Népalais sont heureux? Est-ce qu'ils sont en voie de développement? L'état financier du pays leur convient? Est-ce que c'est ok de voyager seul? Voilà, ça ce sont des questions auxquelles je vais répondre dans mon film. Le plus important, c'est de suivre votre intuition. J'ai appris énormément de choses sur ma personne, sur le fait de voyager seul, sur le fait d'avoir des imprévus, sur le fait d'appréhender les choses, de parler aux gens, d'aller vers les gens, de rebondir toujours dès qu'il y a des problèmes. Et ça, c'est tellement, mais tellement important. Et aussi de donner sans vouloir recevoir, de mettre son ego de côté, d'apprendre à vivre vipassana, d'apprendre des méditations, de lire, tout ça. Et de vivre en fait le plus important, avec juste les choses simples de la vie et les basiques de la vie, juste boire, manger, dormir. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager votre expérience avec moi ou avec les autres, à commenter et à me dire si les vidéos vous ont plu. Voilà, si vous avez d'autres suggestions, ou n'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Je vous répondrai avec plaisir. Et bien sur ce, je vous souhaite bonne journée et douce nuit. À la prochaine dans un prochain podcast.